Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter une activité autour de la notion de volume pour des élèves d'école primaire. Elle nous a été inspirée par une vidéo de Jean Piaget dans laquelle il discute de quelques expérimentations afin d'illustrer sa théorie des stades du développement cognitif chez l'enfant. Mais commençons par le début. Le volume, qu'est-ce que c'est? Intuitivement, le volume d'un solide mesure la quantité de place occupée par le solide dans l'espace. Si on découpe un solide en morceaux, puis qu'on réassemble les morceaux différemment, on construit un nouveau solide occupant la même quantité de place. Dans un deuxième temps, et toujours en lien avec le volume, nous discuterons du célèbre problème de la duplication du cube. Ce sera l'occasion d'évoquer que les mathématiques ont une très longue histoire et que parfois des problèmes d'apparence anodine passionnent et résistent aux mathématiciens, professionnels et amateurs, pendant de longs siècles. À l'aide d'un patron comme celui-ci, faites construire à vos élèves un parallélépipède rectangle, qu'on appelle aussi pavé droit. C'est le premier élément dont nous aurons besoin. Le deuxième élément nécessaire, ce sont des petits cubes. On peut s'amuser à les construire à l'aide d'un patron, mais il en faut un grand nombre, au moins une soixantaine par élève ou groupe d'élèves. Le plus simple est encore de les acheter dans le commerce, on en trouve facilement et ce n'est pas forcément très onéreux. Déposez sur une feuille de papier le parallélépipède rectangle construit précédemment sur l'une de ses faces. Sur cette même feuille de papier, une empreinte rectangulaire, a priori différente de la face inférieure du parallélépipède en contact avec la feuille, est dessinée. À l'aide des petits cubes, le problème est de construire sur l'empreinte rectangulaire un solide de même volume que le parallélépipède de départ. Attention toutefois au fait que les dimensions du parallélépipède, de l'empreinte rectangulaire et des petits cubes ne soient pas sans rapport les unes avec les autres. En effet, il faut pouvoir reconstruire le parallélépipède à l'aide des petits cubes, ainsi qu'être capable de recouvrir exactement l'empreinte rectangulaire dessinée à l'aide des petits cubes. Pour cela, le plus simple est de choisir une unité, par exemple 2 cm, et de partir de petits cubes de côté correspondant à l'unité choisie. Il convient ensuite de construire des parallélépipèdes dont les mesures des trois arêtes, longueur, largeur, hauteur, sont des multiples de l'unité choisie. Par exemple 10, 8, 6 ou 8, 4, 4 ou encore 6, 4, 2. Distribuez à vos élèves différentes planches adaptées à leur niveau. Voici celles que nous utilisons pour le cycle 1. Sur chaque planche sont dessinées deux empreintes. Commencez par demander à vos élèves de déterminer quel solide va sur la première empreinte parmi les différents solides mis à leur disposition, puis de le placer sur l'empreinte. En regardant l'empreinte, l'élève doit donc la mémoriser afin de l'identifier parmi les faces des solides proposés. Plusieurs variables didactiques sont disponibles dès cette première étape, notamment l'endroit où sont situés ces solides par rapport à l'enfant et au plateau, devant, à environ 1 mètre, plusieurs mètres derrière lui. La possibilité ou pas de manipuler les solides et de les placer sur l'empreinte par essai-erreur, le nombre d'essais possibles, le travail individuel, en binôme ou en groupe, etc. La deuxième phase du travail consiste à construire sur la deuxième empreinte un solide de même volume que le solide qui a été posé sur la première empreinte. Au départ, la deuxième empreinte est la même empreinte qui est positionnée comme la première, ou pas. C'est là qu'interviennent de nouvelles variables didactiques, qui viennent rompre certains contrats didactiques quand, par exemple, les côtés des solides ne sont plus parallèles au bord du plateau. On fait ensuite varier la tâche en proposant l'empreinte d'une autre face du même solide. Au cycle 2, la deuxième empreinte ne correspond plus nécessairement à l'une des faces du solide initial et peut même avoir un rapport longueur sur largeur assez grand. Au cycle 3, on commence à rencontrer des empreintes dont les formes géométriques ne sont plus seulement des rectangles. Le recours à la mesure et au dénombrement du nombre de petits cubes nécessaires pour quantifier le volume occupé par le solide semble de plus en plus inévitable pour les formes les plus exotiques, alors que jusque-là, il était toujours possible de découper le parallélépipède en tranches sans nécessairement avoir besoin
de compter le nombre de petits cubes dans chaque tranche. À travers cette activité pour laquelle je vous renvoie à la ressource détaillée qui est présentée sur le site de la Fondation La Main à la Pâte, les élèves se familiarisent avec la notion de volume à travers la manipulation d'objets et la comparaison de solides différents. Il est important d'insister sur le fait qu'on peut expérimenter que deux volumes sont égaux sans nécessairement avoir besoin de quantifier ces volumes. Le recours à des quantifications numériques pour les tâches les plus difficiles de l'activité pose naturellement le problème du choix d'une unité de mesure et est aussi un premier pas vers une conceptualisation algébrique du volume qui sera faite à partir du cycle 4. Je vous propose maintenant, pour vous enseignants, un petit complément scientifique qui pourra vous aider à mieux appréhender la notion de volume. Comme nous l'avons déjà dit, le volume d'un solide est une mesure de la quantité de place occupée par le solide et cette mesure est invariante par découpage puis réassemblage. C'est la propriété fondamentale du volume. Après réassemblage, on peut obtenir un solide de forme géométrique très différente du solide de départ, comme nous l'avons vu dans l'activité. Vous pourrez demander à vos élèves de vous citer des exemples dans la vie quotidienne de solides différents ayant le même volume. On pourra penser aux briques de lait, qui sont souvent en forme de pavé droit d'1 litre, aux nombreuses formes de bouteilles d'eau d'1,5 litre, aux tout aussi nombreuses formes de bouteilles de vin de 75 centilitres, comme celle-ci. D'ailleurs, je vous recommande celle-ci. Ou aux différentes formes des tubes de dentifrice, etc. Dans ces exemples, le volume est exprimé en litres ou centilitres et vous pourrez saisir l'occasion pour travailler sur la conversion d'unités. Demandez à vos élèves de construire un cube de côté 10 cm égale 1 décimètre et de le remplir avec du sable. Demandez-leur ensuite de transvaser ce sable dans une bouteille d'eau d'1 litre. Constateront que les volumes du cube et de la bouteille sont les mêmes et retrouveront ainsi le fait que 1 décimètre cube égale 1 litre. Bien sûr, comme c'est le cas dans les exemples que l'on vient de citer, le volume d'un solide peut s'exprimer par un nombre après avoir choisi une unité. Ce qui rend cette notion d'autant plus intéressante, c'est que pour des solides de forme géométrique élémentaire, comme les cubes ou les parallélépipèdes rectangles, on dispose de formules très simples pour calculer le volume en fonction des longueurs des côtés. Par exemple, pour un parallélépipède rectangle P, dont les longueurs des côtés sont grand L, petit l et petit h, dans une certaine unité, disons le centimètre, le volume Vp est grand L fois petit h centimètre cube. D'un point de vue didactique, il est opportun de fabriquer les solides initiaux en double. Ces doubles pouvant s'ouvrir, ils permettent aux élèves de s'auto-évaluer corriger sans recourir à la vérification par un adulte. En effet, après avoir calculé le volume de leur solide en unités de petits cubes, comment être sûr de ne pas s'être trompé quelque part, que ce soit dans le calcul ou dans le raisonnement? Les élèves ont la possibilité d'ouvrir le solide de validation et de le remplir de petits cubes. Outre le fait de détecter une erreur, cela permet d'expérimenter cette conservation du volume. La somme des volumes des petits cubes est égale au volume du solide de départ. À travers cette activité, inspirée d'expérimentations menées par Piaget comme nous l'avons dit, et que l'on peut décliner de multiples façons et pour chacun des cycles de l'école primaire, nous travaillons bien sûr le problème central de la mesure, en mathématiques et en sciences. Plus intéressant encore, nous mettons en évidence qu'il est parfois possible de dire que deux choses sont égales, en l'occurrence ici deux volumes, sans pour autant quantifier numériquement ces volumes, de la même manière qu'il est possible de dire que deux bouteilles vides ont la même contenance, ou non, en remplissant l'une à ras-bord et en transvasant son contenu dans l'autre. Le recours au calcul et au nombre est par contre nécessaire quand les solides ou les empreintes sur le papier ont des formes trop compliquées. Continuons à discuter de volume, mais à travers un très vieux problème maintenant. C'est l'un des trois grands problèmes de l'Antiquité, avec la quadrature du cercle et la trisection de l'angle. Il s'agit de construire un cube dont le volume est le double d'un cube donné. Ce problème, connu sous le nom de problème de Delos,
a son origine dans une légende rapportée par Ératosthène dans le Platonicien et par Théon de Smyrne dans son Arithmétique. Les Déliens, victimes d'une épidémie de peste, interrogèrent l'oracle de Delphes, qui leur répondit qu'il fallait doubler l'autel consacré à Apollon pour faire cesser l'épidémie. Quand les architectes demandèrent à Platon comment s'y prendre pour doubler le volume de ce cube parfait, ce dernier leur répondit que par l'intermédiaire de l'oracle, leur dieu leur reprochait de négliger la géométrie. Il est assez tentant de penser qu'il suffit de doubler les longueurs des côtés du cube pour obtenir un cube de volume double. Voyons cela. Choisissons une unité, par exemple le centimètre cube. Il est très facile de construire un cube de volume 1 cm3. Il suffit de construire un cube de côté 1 cm, puisque 1 cm fois 1 cm fois 1 cm égale 1 cm3. Le problème qui nous occupe est alors de construire un cube de volume 2 cm3. Construisons un cube de côté 2 cm et demandons-nous de combien de cubes de côté 1 cm a-t-on besoin pour obtenir le même volume. On constate alors que 2 cubes ne suffisent pas, loin de là, il en faut 8. Bien sûr, c'est aussi ce que nous enseigne la formule que nous avons rappelée précédemment. Le volume d'un cube de côté 2 cm vaut 2 cm fois 2 cm fois 2 cm égale 8 cm3. Voici une méthode pour calculer une valeur approchée de la longueur que nous cherchons pour obtenir un cube de volume 2 cm3. Puisque 1 au cube est égal à 1 qui est strictement plus petit que 2, et que 2 au cube est égal à 8 qui est strictement plus grand que 2, le nombre que l'on cherche est compris entre 1 et 2. Concrètement, le petit cube de volume 2 cm3 que l'on souhaite construire a ses côtés de longueur comprise entre 1 et 2. Puisque 3 demi au cube égale 27 huitièmes égale 3,375, strictement plus grand que 2, le nombre que nous cherchons est compris entre 1 et 3 demi, c'est-à-dire entre 1 et 1,5. Et on continue, puisque 5 quarts au cube égale 125 sur 64 égale 1,95 à peu près, qui est strictement plus petit que 2, le nombre que nous cherchons est donc compris entre 5 quarts et 3 demi, c'est-à-dire entre 1,25 et 1,5. Ce principe d'approximation d'un nombre par encadrement est très courant en mathématiques et en sciences plus généralement. On parle de méthode de dichotomie. Le nombre que nous cherchons équivaut approximativement 1,2599 est traditionnellement noté racine cubique de 2 et nous allons voir dans un instant pourquoi. Peut-être vous demanderez-vous si ce nombre racine cubique de 2 est rationnel, c'est-à-dire si on peut l'écrire comme une fraction P sur Q, avec P et Q deux nombres entiers, possiblement très très grands. La réponse est non, et la découverte de nombres irrationnels par les Grecs autour du 5e siècle avant notre ère fut un véritable coup de tonnerre. Le volume grand V d'un cube C de côté petit a est donné par la formule grand V égale a au cube. Un cube est un cas particulier de parallélépipède rectangle pour lequel la longueur est égale à la largeur est égale à la hauteur. Ainsi, si l'on souhaite construire un cube C' de côté A' et de volume V' double de celui de C, c'est donc que le rapport V' sur V est égal à A' au cube sur A au cube, est égal à A' sur A, le tout au cube, est égal à 2. Rappelons que la racine carrée de 2, c'est le nombre traditionnellement noté racine carrée de 2, tel que racine carrée de 2 au carré est égal à 2. Eh bien, la racine cubique de 2, c'est le nombre noté racine cubique de 2, comme nous l'avons dit, tel que racine cubique de 2 au cube est égal à 2. On en déduit donc que A' sur A est égal à racine cubique de 2, c'est-à-dire A' égale racine cubique de 2 fois petit a. Ainsi, le problème de Delos revient à celui de construire le nombre
racine cubique de 2. Mais que signifie construire un nombre? Même si ce n'est pas dit, il s'agit de le faire à l'aide uniquement d'une règle et d'un compas, ce que personne ne réussit jamais à faire. Et pour cause, en 1837, le mathématicien français Pierre-Laurent Wenzel démontra qu'une telle construction est impossible. La racine cubique de 2 n'est pas un nombre constructible à la règle et au compas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vous invite à parcourir les ressources complémentaires listées dans la description. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et à faire de ceci un espace d'échange bienveillant. À bientôt pour de nouvelles billes de science.